Je suis Évelyne Germaine, j'ai 30 ans. Je suis architecte depuis bientôt 6 ans. OK. Et en ce moment, je suis aussi apprentie charpentière. J'ai fait une petite pause en archi pour entamer un CAP avec les Compagnons du Devoir. Et donc là, actuellement, je suis apprentie dans une entreprise de couverture et charpente. L'architecture, ça a toujours été, bon, ça va être la réponse bateau de tous les architectes, ça a toujours été un truc depuis que je suis toute petite. OK. J'ai toujours adoré ça, agencer les espaces. Enfin, j'ai eu aussi des moments révélateurs d'architecture pendant mes études, enfin, où OK. je me suis vraiment, alors j'appelle ça ouais, des espèces d'évidence, quoi. Quand tu visites certains lieux, quand tu fais des rencontres, quand ci, quand ça, d'avoir des sensations. Pour moi, l'espace et il y a quelques lieux comme ça qui sont un peu magiques et du coup qui donnent envie de toi aussi essayer de faire ça. Mmh. Euh, donc ouais, par des jeux de lumière, des jeux de matière, etc. Bah, du coup, j'ai eu la chance de pratiquer un petit peu après mes études. J'ai fait OK. plusieurs boîtes. J'ai un parcours un peu particulier sur le long certain parce qu'en fait, j'ai déjà fait 6 boîtes en assez peu de temps finalement, souvent sur des périodes de 9 mois. Où j'ai Mmh. fait, bah, voilà, on sait souvent en début en archi, quand on débute, on fait pas mal de CDD, on enchaîne pas mal de CDD, qui sont souvent liés d'ailleurs à des missions de concours ou ce genre de choses. J'ai fait ça plusieurs fois dans plusieurs entreprises différentes, parce que j'avais envie de voir des étapes différentes et des façons de pratiquer ce métier différentes, et puis qui se sont affinées au fur et à mesure pour être de plus en plus en cohérence avec mes convictions et Mmh. puis ma façon du coup voilà, de voir les choses. Et aujourd'hui, j'ai fait un petit tournant, enfin tournant que je vois plus comme une parenthèse que vraiment comme un tournant, en essayant de me former voilà, en charpente pour avoir une double casquette, OK. archi-charpente, parce que je suis très intéressée par la construction écologique et surtout sur les bâtiments ossature bois. Mmh. Et en ayant commencé à pratiquer un petit peu et puis voilà, en développant un peu mon activité, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de carences dans les connaissances dans ce domaine-là. Et donc voilà, j'ai saisi l'opportunité, bon, aussi un peu comme beaucoup en ce moment avec cette période de la crise sanitaire, etc. J'ai perdu un boulot, du coup ça Mmh. m'a offert une opportunité finalement de mettre en place un projet que j'arrivais pas à mettre en place. Et donc je suis partie sur les routes pendant quelques mois, faire des OK. chantiers participatifs, qui étaient hyper chouettes. J'ai vécu une aventure de dingue. C'était très cool pendant 6 mois. Je me suis aménagé un petit van et puis j'ai fait un petit tour de France. Trop bien. Et donc à cette période-là, je me suis rendu compte que j'avais envie de changer de vie mais que je continuais d'adorer mon job sans trop savoir comment le faire ailleurs autrement qu'à Paris, dans des agences parisiennes, Mmh. sur des gros projets de concours, ce genre de choses-là. Et donc du coup, voilà, d'où la formation aujourd'hui pour, dans un moyen à long terme, m'installer avec la double casquette architecte charpentière. Je n'ai pas forcément l'intitulé bureau d'études pour l'instant, mais OK. je vois un truc un peu hybride entre, ouais, entre une agence, un collectif. J'aimerais bien surtout ne pas travailler seule, donc Mmh. pouvoir aussi mêler plein de compétences de plein de gens, de plein d'univers très différents. Moi, je suis installée dans la Drôme, là, depuis quelques temps, OK. donc il y a un territoire assez alternatif sur les manières de construire, d'envisager la construction, l'habitat. Il y a beaucoup de gens qui sont en habitat léger, en habitat insolite, en tiny house, ce genre de choses. Mmh. Donc ça me remet aussi énormément en question, ce rôle d'architecte, Mmh. par rapport à l'autoconstruction, par rapport à plein de sujets. Mmh. Ouais, le besoin, la demande, Mmh. la facilité à s'en extraire. Enfin voilà, la remise en question, la remise en cause de notre statut, de nos connaissances parfois, Mmh. voilà, ça chamboule beaucoup de choses. C'est hyper intéressant, c'est hyper éprouvant aussi, parce que du coup, parfois, on se demande à quoi on sert. Même si je suis persuadée qu'on a une utilité et Mmh. on a une carte à jouer majeure dans l'habitat et la ville de demain, Mmh. enfin, et d'aujourd'hui d'ailleurs.
trouve que de manière assez nationale, finalement, il y a une méconnaissance de notre rôle, de ce que je juge être notre rôle. Parce que je pense qu'on n'a pas tous la même vision des choses. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on est une clé dans la construction et la rénovation pour faciliter les choses, gagner du temps, parce qu'on a, on a un savoir, on a une vision de l'espace et une projection de la vie des gens, de la facilité, tout ce qu'on apprend pendant nos études et pendant notre pratique, elle est évidemment essentielle à mes yeux, et surtout elle permet, je trouve, de qualifier des projets et de qualifier des lieux de vie qu'aujourd'hui les gens qui sont en autoconstruction ne font pas mal, hein, loin de là, mais je me suis aperçue en fait pendant ce petit tour de France en étant sur plein de projets différents à différentes échelles, donc très souvent du domestique quand même, que notre œil est souvent sollicité. Je pense que dans beaucoup des projets par lesquels je suis passée, on a des architectes, j'étais pas seule, hein. On était très souvent des archis, des ingés, à remettre en question plein de choses. Souvent, je trouve qu'on a apporté des petites modifications sur les projets, des petits, je sais pas, changer une fenêtre de place pour finalement apporter la lumière à tel endroit, ou alors trouver des systèmes, réfléchir à des choses, et en parlant avec les futurs habitants, trouver des solutions en fait pour vivre bien et vivre mieux, pour isoler autrement, pour séquencer les choses différemment, selon plein d'aspects très différents. Et donc ça confirme pour moi le fait qu'on a une carte à jouer dans ces démarches-là, tout en étant un peu paradoxal, parce que finalement les gens ne font pas forcément, ont encore cette image de l'architecte qui est très chère, qui est inabordable, qui est un produit de luxe finalement. L'architecte, c'est très riche. Et même là, tu vois, à d'autres échelles, où je suis donc là pour le coup en ce moment purement ouvrière, donc dans le bâtiment, l'architecte est méprisé au plus haut point. Il sert à rien, il fait que des plans faux, il coûte cher et il se trompe tout le temps. Donc voilà, moi ça m'arrange que ce soit un il, comme ça je viens leur dire qu'en fait le elle il peut faire complètement différemment. Je vais un peu loin, mais c'est que aujourd'hui cette démarche-là de mettre aussi un pied dans l'entreprise, en tant qu'artisan, du coup, c'est d'essayer de réconcilier ces mondes-là aussi, et j'ai un espoir un peu utopique de faire changer cette vision qu'on peut avoir aussi de l'architecte, qui est un uluberlu très cher qui sert à rien. Je pense que c'est pas le cas. Souvent, il y a quand même cette première un peu fascination. Souvent, quand tu te présentes et quand tu dis ouais, je suis architecte, tout le monde fait une tête. Ah ouais, waouh. Il y a souvent un peu l'effet waouh, quoi, qui redescend assez vite. Et après, par rapport aux projets sur lesquels j'ai pu intervenir, souvent quand même, c'est comment dire, on est un petit peu vu comme sachant plein de choses, mais plus sur l'aspect artistique et sur l'aspect un peu esthétique et moins technique, alors que finalement je pense qu'il y a autant de façons de faire l'architecture qu'il y a d'architectes, hein, mais ça c'est un truc aussi qui me tient un peu à cœur, de dire qu'on n'est pas que des artistes ratés. On peut aussi être des techniciens et des ingénieurs de l'espace, quoi. Et souvent un peu des trouveurs de solutions. Ça, c'est un truc qui revient assez souvent, c'est il y a un problème, on réfléchit, on décortique et on trouve des solutions. Et je pense que ça, c'est très lié aussi à nos études, à notre façon d'être formés, à notre façon de faire le métier aussi, qui perçoivent moins au début, et puis en fait qui se développent, je trouve, au fur et à mesure. Souvent cet esprit un peu logique, ou cette faculté à parfois dénouer des sacs de nœuds. Je pense que l'architecture est politique. Je pense que l'architecture a clairement sa place dans la cité, dans la société à grande échelle, quoi. Aussi parce que il y a 30% de nos déchets et de nos émissions qui sont liées au bâtiment. Donc je pense qu'on a aussi sur ce domaine-là une énorme carte à jouer. Et que d'un point de vue vraiment purement gestion de la cité, on a un rapport privilégié avec les municipalités, avec les maires, avec les départements, avec les régions, avec tous les projets, que ce soit du domestique ou du public. Et on peut changer les choses. J'ai envie d'y croire là-dessus, et que je pense que
Voilà, il est possible qu'avec, qu'en s'impliquant sur ces sujets-là, en tant qu'archi, en tant qu'urbain, en tant qu'ingé, on va pouvoir faire évoluer les mentalités aussi là-dessus. Alors, c'est pas évident, c'est sûr, c'est un combat de tous les jours. Après, la dernière boîte dans laquelle j'ai bossé s'appelle Bond Society, qui est une super agence, qui a des grandes convictions et qui est, je pense, la seule agence aujourd'hui par laquelle je suis passée et que je suis de très près, qui est hyper en accord avec son manifeste de base et qui est capable de dire non, qui est capable de se positionner et de refuser des projets pour être hyper en accord avec leurs convictions et leur modèle de base. Et donc, avec cette idée de la transition écologique et de la transition énergétique et de l'amélioration de l'habitat, qui sont des valeurs vraiment ancrées à l'agence. Et donc oui, je pense qu'avec ce modèle d'agence-là, c'est possible de faire mieux, même si, voilà, en y passé quelques temps, c'est un combat de tous les jours, de 4 fois par jour même. On passe notre temps à essayer de convaincre, de négocier, de tortiller, de toujours... On sait que cette question-là, aujourd'hui, tant qu'elle n'est pas obligatoire, légiférée, les promoteurs et les constructeurs et tous les faiseurs de villes et d'espaces essayent de tourner autour parce que ça coûte plus cher, parce que c'est plus contraignant, parce que ci, parce que ça. Donc c'est un combat de chaque jour. Mais je pense que plus on y sera, plus ça ira dans le bon sens. Donc Christelle et Stéphanie, qui sont donc les créatrices de Good Society, elles ont toujours voulu avoir un pôle recherche au sein de l'agence. Pour elles, c'était hyper important d'avoir une cellule de réflexion en fait en interne sur pas mal de sujets, que ce soit des sujets vraiment de pure théorie, entre guillemets, tu vois, sur des gestions d'habitat, la ville de demain, encore une fois, la transition écologique et la transition énergétique, etc. Et aussi sur des questions vraiment purement de matériaux. Donc, moi, je suis arrivée à la tête du pôle, entre guillemets, pour reprendre un peu ces questions-là. Donc, à la fois, mon temps était divisé un peu en deux, et sur vraiment de la rédaction, de la recherche et de la création de contenu sur des questions un peu plus théoriques sur, c'est quoi habiter demain. Et en même temps, sur aussi toute une phase de recherche sur vraiment l'éco-construction, les matériaux bas carbone. On a aussi vocation elles ont toujours vocation à se labelliser sur ces questions-là, sur le bas carbone, sur vulgairement le HQ, ce genre de choses. Et du coup, ça permet... mon rôle était aussi d'avoir en fait un travail de veille sur tous les matériaux qui étaient préconisés dans les projets de l'agence pour essayer d'être le plus éco-responsable possible. Voilà. Et être aussi en veille sur l'innovation et sur tous les matériaux qui étaient... Il y a aussi cet aspect un peu éditorial parce que en plus on est en partenariat avec le pavillon de l'Arsenal. Et donc du coup effectivement le dernier projet sur lequel je travaillais, c'est un travail d'édition sur un projet de recherche en fait qui était un projet sur l'habitat participatif senior. Et donc du coup qui effectivement va être édité. Donc il y a autant de recherche que de production graphique et de production de contenu. Ça c'est sûr. Et puis après il y avait vraiment tout un travail. Alors après c'est pareil, la recherche fondamentale en architecture, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est pas encore hyper bien défini sur qu'est-ce que la recherche en archi. Qu'est-ce qu'on cherche, comment on cherche, comment on s'y prend. Est-ce qu'effectivement c'est que des gens qui sont doctorants et qui peuvent mettre en place des process de recherche? Est-ce que c'est vrai que c'est encore assez flou, moi de ce que j'ai pu en voir. Typiquement c'est aussi un chercheur qui a repris mon poste aujourd'hui chez Bond. Je pense que c'est un pôle d'avenir, enfin vraiment, et que c'est aussi via ces questions-là qu'on va réussir à engendrer cette fameuse transition parce que voilà, typiquement c'est en ayant ce travail de veille sur toute l'innovation sur ces sujets-là que j'arrivais aussi à en parler aux
aux autres architectes de l'agence et d'injecter à chaque fois des petites choses et que même d'un point de vue purement normatif, savoir où est-ce qu'on en est sur les derniers DTU, sur les derniers ATEX, sur de la technique pure. Et donc ça c'était aussi hyper intéressant pour aller plus loin dans certains projets et aussi par rapport à des choix qu'on peut faire sur typiquement tu vois, on réfléchissait beaucoup à l'habitat monoparental, comment est-ce qu'on décide d'injecter ces nouveaux modes d'habiter dans tous les concours auxquels on répond à l'agence. Enfin, ce système du crédit impôt recherche, c'est un peu un fourre-tout. Je pense dans certaines boîtes, c'est un peu facile de se dire on va payer quelqu'un avec ça pour qu'il fasse de la recherche. Encore une fois, voilà, qu'est-ce que c'est la recherche, quoi. Mais c'était aussi hyper intéressant d'avoir cette étiquette-là pendant un temps. Et du coup, de mettre complètement le stylo... pas du tout faire de conception pendant quelques mois et d'être 100% dans la recherche, c'était hyper enrichissant aussi. C'était très cool d'aller voir cette phase-là du job. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu des super études, j'ai adoré mes études. Donc moi, je suis diplômée de l'école spéciale d'architecture et où j'ai eu la chance d'avoir des enseignants hyper variés, hyper divers, hyper différents, avec des pratiques très différentes. J'ai pu faire vraiment du logement pur comme du paramétrique, voilà, j'ai eu de la chance. En plus, à l'ESA, on fonctionnait, je ne sais pas si c'est encore le cas, en semestre. Et du coup, chaque semestre, on changeait vraiment complètement de bord. Enfin, on pouvait changer complètement de bord. Et donc ça, c'était hyper enrichissant d'être tous les 6 mois complètement re-questionné, rechamboulé, à aller explorer des choses dont on n'avait même pas connaissance, même pas idée. Donc ça, c'était vraiment super. Après, à réinjecter tout ça dans la pratique pure, technique, réelle, non. Clairement, je pense que c'est pas l'école qui nous forme au métier. Pour moi, l'école nous a... façonné, c'est un mot un peu fort, mais quand même formaté sur une façon de penser et sur une culture, en fait. Une culture architecturale, une culture même artistique, historique, une culture commune sur ces questions-là. Et ensuite, c'est les premières années de pratique en agence, parce que c'est pas à l'école qu'on apprend à lire APLU, à gérer une réunion avec un promote, à faire des tableaux Excel, à gérer des mails, à gérer de l'humain. C'est pas du tout un reproche, hein. Au contraire, je pense que c'est hyper important. Mais la seule chose, moi, j'ai pas vraiment ce ressenti-là, mais en discutant pas mal avec beaucoup de mes amis de promo ou quoi, c'est vrai il peut y avoir des désillusions à la sortie de l'école, parce qu'on n'est pas préparé du tout à cette réalité du métier, qui est finalement un métier où on a de la créa et on a des moments vraiment de pure création, conception qui sont extrêmement épanouissants, mais on a aussi beaucoup de gestion. Beaucoup de gestion et comme dans tous les jobs, quoi. On passe, je pense, tout autant de temps à dessiner qu'à trier des mails. Donc c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas conscience quand on démarre et qui peut nous faire tomber de haut. Et selon les boîtes dans lesquelles on atterrit, qui peut peut-être aussi même en dégoûter certains. Donc c'est vrai que c'est une question qui se pose parfois sur comment préparer au mieux les jeunes diplômés à la vie d'après. Après, je pense qu'il n'y a rien de mieux que la pratique, quoi. Je pense qu'en plus, on ne sera pas deux à répondre la même chose. Enfin, tout le monde a des expériences très différentes en fonction du ressenti de ses études, etc. Après, je trouve que l'année qui te forme à peu près le plus pour, entre guillemets, la pratique, c'est la HMO. Quand la faire, pourquoi la faire directement à la sortie du diplôme, est-ce qu'il faut la pratiquer avant, enfin, il y a toute cette dimension-là et je ne sais pas si ça peut t'aider, mais pour l'avoir fait, moi je l'ai fait 2 ans après avoir été diplômée, mais tu vois, je me suis encore dit ce matin, en fait je la referais bien maintenant. Parce que en fait, si je me lance l'année prochaine solo, ce que j'ai vu en HMO il y a 3 ans, c'est pas que je m'en souviens plus, mais c'est moins frais et c'est moins... Voilà, je pense qu'aujourd'hui, elle est un peu vue comme une année à faire et qu'elle fait partie du processus des études et du coup, il y a vraiment beaucoup d'étudiants qui la font à la sortie du diplôme. Et ça, je pense que pour le coup, c'est une erreur. Et que les écoles sont assez fautives de pousser les étudiants à faire ça parce que clairement, à la sortie du diplôme, on n'a pas les armes pour comprendre en fait
tout ce qui se raconte en HMO, quoi. C'est vraiment l'amorce pour le projet de l'installation et la création d'entreprise, en fait. C'est une vraie question. Enfin, c'est un vrai sujet. La rémunération des architectes, c'est un vrai sujet. Alors, est-ce que j'ai toujours été bien payée? Non. Est-ce que je suis en plus une femme? Donc voilà, on est très peu armés aussi pour rentrer sur ces phases de négo. Très souvent, il y a aussi cette espèce de dumping. Hein, donc on sait très bien qu'au début, on commence très très bas, on a beaucoup de mal à monter. On essaye de... C'est pas pour rien aussi que j'ai changé de boîte régulièrement. C'était aussi pour avoir un peu la possibilité, ou en tout cas l'envie de pouvoir un peu évoluer sur ces questions-là aussi. Sachant qu'en plus, moi perso, j'ai toujours bossé qu'au 4-5e, puisque j'avais pas mal d'activités à côté. Donc j'avais besoin souvent d'un jour par semaine pour mes autres activités. Donc oui, c'est sûr que ça fait partie de l'image de l'architecte qui est hyper bien payé, et je trouve que c'est un sujet, enfin pour le coup, moi j'ai pas peur de parler de chiffres, et j'ai toujours dit aux gens que je rencontrais combien je gagnais, pour que aussi ce mythe de l'architecte riche tombe. Enfin, c'est un frein à l'installation aussi. Enfin, personnellement, là, en tant que encore jeune architecte qui réfléchit à se lancer, je sais que ça va être la galère pendant plusieurs années, sans que ce soit non plus la précarité extrême, mais c'est sûr que c'est pas confortable, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu quitter Paris, et que je me serais pas installée à Paris, et que j'ai eu envie de tenter ma chance ailleurs. C'est que je pense que j'aurais pas réussi à m'en sortir financièrement à Paris. Malheureusement, hein, parce qu'il y a des très belles choses à faire, et il y a des... Mais voilà. À mon dernier poste chez Bond, j'étais pas architecte. En fait, je gérais le pôle recherche de l'agence. On avait réussi à mettre en place aussi des financements par le crédit impôt recherche, ce genre de choses, qui permettaient aussi d'être très à l'aise et décemment rémunérée, avec un statut un peu spécial, quoi. Je crois que j'étais à 1004, mais parce que j'étais au 4-5e. Jeune diplômée. Je sais pas. Après, ça dépend beaucoup de chacun. Ce que je trouve très important, c'est d'essayer de pas... Si tu as un conseil que je pourrais donner, c'est pas essayer d'avoir des jolis noms sur son CV. Je pense que c'est pas quelque chose... Souvent, on se dit, ah ouais, mais vas-y, je vais aller souffrir pendant 2 ans chez un tel, comme ça, au moins, il y aura telle agence sur mon CV, et après, je peux rentrer n'importe où. Je pense que c'est pas vrai. Et que, tu vois, par exemple, on m'a reproché dans certaines boîtes par lesquelles je suis passée d'avoir un CV avec beaucoup de boîtes, et de me dire, du coup, elle est complètement instable, elle reste pas au même endroit, etc. Ce qui n'est pas complètement faux. Mais parce que j'avais vraiment très envie de voir un peu comment ça se passait dans plein d'endroits différents. Mais pour le coup, je pense que ça a été aussi une force, parce que tu vois, aujourd'hui, si je m'installe demain, et en étant passée par, et encore, je suis encore un bébé, hein, mais en étant passée par plusieurs entreprises, je sais ce que je veux, et surtout, je sais ce que je veux pas faire. Et ça, c'est hyper important, je trouve. Et donc, du coup, de multiplier, enfin, voilà, moi, ma chapelle, c'est un peu ça, de multiplier les expériences dans des boîtes avec des échelles différentes, de la très grosse à la toute petite, que la commande publique à celle qui peut faire la commande privée ou du domestique. C'est hyper intéressant pour vraiment cibler ce qu'on a envie de faire derrière, et voir ce qui nous correspond et ce qui ne nous correspond pas du tout.